Bonsoir à tous, je suis Guillaume Beaune, directeur médical de Panacea. Toute l'équipe et moi-même sommes ravis de vous accueillir pour ce dernier webinaire de l'année 2020. Alors ce soir, nous allons parler de l'insuffisance respiratoire aiguë. Certains travaillent toute leur vie sur ce sujet, en font leur spécialité. Donc l'objectif de ce webinaire est de se focaliser sur certains aspects les plus fondamentaux de l'insuffisance respiratoire aiguë. Pour cela, nous aurons une série d'intervenants qui se présenteront tous chacun leur tour. Nous aurons le docteur Rafik Beka, qui est médecin réanimateur à l'hôpital Cochin, Constance Bonnard, qui est infirmière de réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Christian Laplace, qui est médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de Bicêtre, Mélissa Pérez, qui est infirmière de réanimation à l'hôpital Cochin, et enfin Mathieu Refiena, qui est kinésithérapeute en réanimation à l'hôpital Foch. Avant de leur laisser la parole, je voudrais juste vous donner un tout petit peu les règles de ce webinaire, des règles très classiques. Il y aura donc l'intervention de nos 5 experts. Vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions en direct pendant leurs interventions. Je compilerai vos questions afin de les regrouper pour pouvoir les poser à chacun de nos intervenants en fonction du thème qui a été choisi. Et donc, sur ce webinaire qui dure 1h30 environ, peut-être que ça débordera un petit peu, il y aura bien sûr un temps d'échange et on tentera de répondre à la majorité de vos questions en fin d'intervention. Je suis ravi de vous avoir pour ce webinaire et je vais passer la parole à Mélissa Pérez qui va débuter. Merci, à tout de suite. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Mélissa Pérez, je suis infirmière en réanimation depuis 4 ans maintenant. Je travaille en réanimation chirurgicale de l'hôpital Cochin à Paris. Donc aujourd'hui, on va parler de la reconnaissance et du diagnostic de l'insuffisance respiratoire aiguë en situation d'urgence. Dans un premier temps, je vais commencer par définir l'insuffisance respiratoire aiguë. Qu'est-ce que c'est? On fera un petit point rapide sur la physiologie. Dans un deuxième temps, on va parler de comment la reconnaître, quels signes cliniques y sont associés. Et pour finir, on parlera de la conduite à tenir. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un patient qui présente des signes d'insuffisance respiratoire aiguë? Donc la définition. On sait que la fonction essentielle du système respiratoire est d'assurer les échanges gazeux. La respiration, elle comporte 2 processus principaux. D'une part, vous allez avoir la ventilation qui est indirectement proportionnelle à la PaCO2 et d'autre part, son rôle d'oxygénation qui est mesuré par la PaO2 plus la saturation en oxygène. En cas d'insuffisance respiratoire aiguë, vous allez avoir une ou plusieurs de ces fonctions qui peuvent être altérées. L'insuffisance respiratoire aiguë se définit comme l'impossibilité pour un malade de maintenir une hématose normale. Les troubles de l'hématose sont caractérisés par une altération des gaz du sang. Sur ces gaz du sang, vous allez pouvoir remarquer une hypoxémie avec une pression partielle de sang artériel en oxygène qui va être inférieure à 80 mm de mercure et une saturation en hémoglobine inférieure à 95%. Ces troubles des gaz du sang, ils peuvent être associés ou non à une hypercapnie, donc une pression partielle de sang artériel en gaz carbonique qui va être supérieure à 45 mm de mercure. C'est selon l'étiologie, en fait, l'hypercapnie, elle peut être absente ou remplacée par une hypocapnie, notamment dans le cas de la crise d'asthme où le patient va hyperventiler et du coup va compenser son hypercapnie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'insuffisance respiratoire aiguë? C'est que la réserve cardio-respiratoire de votre patient, elle est insuffisante. Ça va se traduire par une hypoxémie avec une incompétence pour l'organisme d'assurer un apport suffisant en oxygène et par la même occasion il ne va pas pouvoir éliminer le CO2 qui est produit par le métabolisme tissulaire. Vous allez pouvoir voir apparaître des signes cliniques de détresse respiratoire aiguë. Ces signes, ils peuvent être le reflet d'une pathologie grave et ils risquent d'engager le pronostic vital du patient à court terme. L'importance en fait de diagnostiquer précocement l'insuffisance respiratoire aiguë chez votre patient, ça va permettre d'améliorer, d'optimiser justement sa prise en charge, qu'il soit prise en charge le plus rapidement possible.
Votre patient en insuffisance respiratoire aiguë, il va développer des mécanismes de compensation qui vont faire intervenir une augmentation du volume minute. C'est-à-dire que votre patient va prendre de petits volumes, mais va respirer très vite. Ça va augmenter aussi le travail respiratoire et le débit cardiaque. C'est sur ces signes-là vraiment qu'on va rechercher l'insuffisance respiratoire. Alors, comment reconnaître l'insuffisance respiratoire? Cette reconnaissance, elle va passer par un examen clinique majoritairement. Ça va être par l'observation, ça va être des signes cliniques qui vont être visibles, que vous allez pouvoir observer chez votre patient, et également par une étude des gaz du sang artériel. Donc, j'ai regroupé en 3 groupes les signes que vous allez pouvoir observer. Vous avez d'une part les signes d'hypoxémie. C'est un patient qui va présenter une cyanose, une couleur bleutée au niveau de ses téguments, que ce soit les lèvres, les gencives ou le bout des doigts, associé à une tachycardie, d'où l'augmentation du débit cardiaque. L'organisme du patient va essayer de compenser ce manque d'oxygène en accélérant son rythme cardiaque. Et en cas d'hypoxémie sévère, vous allez pouvoir noter des troubles de la conscience qui sont tardifs et graves. Et ça, c'est vraiment un signe de gravité. Ensuite, s'ajoutent des signes d'hypercapnie. Il faut savoir que les signes d'hypercapnie ne sont pas présents chez tous les types d'insuffisance respiratoire aiguë. Ça va apparaître selon l'étiologie, en fait. À quoi est due cette insuffisance respiratoire aiguë? L'hypercapnie, elle est vraiment reliée à un aspect neurologique, à des encéphalopathies. Ça va être des troubles de la conscience qui vont être précoces, une agitation, une confusion, de la somnolence qui peuvent évoluer vers un coma, associé à une hypertension artérielle et des sueurs. Là, on est typiquement chez le patient BPCO qui est confus, qui est agité, qui est en sueur, qui ne reste pas en place dans son lit. C'est des patients qui sont vraiment difficiles à prendre en charge parce que la balance, en fait, est très étroite entre un apport suffisant d'oxygène afin de corriger leur hypoxémie, mais sans trop leur en donner pour pas majorer l'hypercapnie. Donc, c'est des patients qui sont difficilement pris en charge et difficiles à ventiler également. Et pour finir, il y aura les signes de fatigue des muscles respiratoires. Ces signes-là, ils vont regrouper une tachypnée qui va être superficielle avec une fréquence respiratoire qui va être supérieure à 30. Votre patient va pouvoir présenter des signes de tirage avec une dépression inspiratoire des creux susclaviculaires, comme illustré sur le schéma, et ainsi que des espaces intercostaux. Vous pouvez observer également un balancement thoraco-abdominal, vraiment avec vous allez avoir un asynchronisme au niveau thoracique et abdominal, avec une contraction des abdominaux à l'expiration. Dans tout ça, quels sont les signes vraiment de gravité qui doivent vous alerter immédiatement? Ça va être un patient qui présente une saturation en oxygène qui va être inférieure à 90%, qui est sous oxygénothérapie mais qui n'est pas BPCO, ou un patient polypnéique avec une fréquence respiratoire supérieure à 30 et des signes de lutte associés, ou à l'inverse, une bradypnée inférieure à 8. Là, vous allez avoir un risque d'arrêt cardio-respiratoire qui va être imminent. Donc, il va falloir agir vite. Un petit peu en dehors de tout ça, des signes qui vont être non spécifiques, mais qui vont être des signes de gravité. Ça va être un patient qui présente une hyperthermie, qui va être associée à une hémodynamique précaire, des marbrures, des troubles de la conscience. Là, on est clairement dans des signes de choc et vous pouvez préparer de quoi intuber votre patient sans même attendre que le médecin arrive. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour parler de qu'est-ce qu'on peut faire avant d'intuber. Donc, une fois qu'on a repéré certains de ces signes, pour ne pas dire tous ces signes chez notre patient, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, la conduite à tenir. La conduite à tenir, elle dépend du contexte. Par exemple, si vous êtes en présence de votre patient qui a une obstruction des voies aériennes, qui est en train de s'étouffer avec son bout de pain, vous n'allez pas agir de la même manière que s'il est en insuffisance respiratoire aiguë parce qu'il a le Covid. Donc, on va observer si sa survenue, elle est brutale ou plutôt progressive. Je vais vous lister un petit peu tous les éléments à mettre en place. Évidemment, si vous êtes aidé de vos collègues, c'est toujours bénéfique pour le patient. Ça lui permet une prise en charge qui est plus rapide et plus efficace. Donc, la première chose à faire, c'est d'alerter ses collègues, alerter le médecin.
Ça va leur permettre aussi de venir s'ils sont disponibles dans l'immédiat pour nous filer un coup de main. Ensuite, il va falloir rassurer le patient parce que le patient, il se retrouve au milieu de tout ça avec tout le monde qui tourne autour de lui. C'est angoissant et en fait, l'angoisse va majorer son insuffisance respiratoire. Du coup, par exemple, si vous êtes avec votre aide-soignant, vous pouvez la missionner pour qu'elle ait ce rôle pour rassurer le patient. Ensuite, vous mettez votre patient en position demi-assise à 45 degrés. S'il n'y a pas de contre-indication, vous libérez les voies aériennes supérieures et vous allez pouvoir l'oxygéner. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Vous avez le choix du dispositif. Je vous en ai affiché plusieurs en diaporama en fonction des besoins du patient et du débit d'oxygène. Par exemple, si vous avez un patient qui respire par la bouche, peut-être que les lunettes à oxygène simple ne vont pas être les plus adaptées pour lui. L'objectif de l'oxygénation, elle va vraiment avoir pour but de pallier à cette défaillance d'organes et de restaurer une hématose qui va être satisfaisante pour le patient. Ensuite, vous allez procéder à la prise des paramètres vitaux, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, pression artérielle, température et saturation en oxygène. Ensuite, il va falloir monitorer votre patient. Par exemple, si vous êtes en salle, vous pouvez laisser le Dynamap auprès du patient avec le brassard et le saturomètre au bout du doigt, ce qui va vous permettre une surveillance rapprochée et de vous rendre compte si votre patient s'aggrave. Si vous êtes en réanimation aux urgences ou au réveil, là, vous allez pouvoir scoper votre patient et avoir une surveillance qui va être continue. Ce qui me semble être une bonne idée également dans ce genre de situation, c'est de poser une voie d'abord vasculaire, une VVP ou peu importe. Même si vous n'avez pas de prescription médicale ni de traitement à passer dans l'immédiat, le fait de poser votre voie veineuse périphérique à ce moment-là, c'est que ça ne sera pas fait forcément dans l'urgence. Et si votre patient se dégrade, vous savez qu'elle est là, elle est fonctionnelle. Vous n'avez plus qu'à poser vos médicaments dessus et ça vous retire un stress supplémentaire si votre patient se dégrade. Quand on a fait tout ça, au niveau paraclinique, on peut commencer à préparer de quoi faire un bond de radio, de quoi faire une radio thoracique, de quoi prélever un bilan sanguin et un gaz du sang artériel et tout ce qu'il nous faut pour faire un électrocardiogramme au patient. Vous n'avez pas besoin d'attendre le médecin, vous pouvez anticiper. Ça va permettre au moment où le médecin arrive, il va vous demander de faire telle et telle chose. Vous aurez tout de prêt et vous aurez plus qu'à prélever. Et du coup, ça raccourcira le délai de prise en charge de votre patient et ça optimisera toute sa prise en charge. Tout ce qui est paraclinique, en fait, ça va vraiment servir à rechercher l'étiologie. Donc, le médecin, ça va lui servir à faire son diagnostic pour ensuite adapter les traitements et lui assurer au patient une prise en charge la plus adaptée. Une fois que vous avez fait tout ça, ce qui est important de continuer de faire, c'est la surveillance du patient, en fait. Ça va vous permettre de déceler toute éventuelle dégradation qui va pouvoir survenir au niveau de son état clinique, que ce soit respiratoire, cardiovasculaire ou neurologique. Voilà. Merci beaucoup, Mélissa, pour cette présentation. Les fondamentaux, on l'avait dit, c'est important. Il faut reconnaître le patient en détresse respiratoire. Une fois reconnu, Mélissa a fait un petit peu l'introduction. En effet, là, il s'agit de commencer à traiter, de mettre des techniques d'oxygénation en place, lesquelles, on va le voir avec Rafik Beka dans technique d'oxygénation. Pourquoi? Pour qui? Quelle technique? À toi de jouer, Rafik. Merci, Guillaume. Merci, Mélissa. Merci, Panacea, de me fournir cette occasion pour parler de la détresse respiratoire et des techniques. Prochaine diapositive. Ah, j'ai un petit problème technique. Ah, c'est bon. Donc, je suis pneumologue et animateur en réanimation chirurgicale thoracique à Port-Royal et j'ai quelques années d'expérience dans le domaine. Prochaine diapositive. Alors, je me permets juste, je t'interromps un petit instant. Ton son a l'air, voilà, on a déjà dans un petit problème de connexion, on t'entend moyennement. On fait un petit interlude si vous voulez bien.
On se fige tous. Merci Mathieu. Le son grésillait beaucoup en effet. Alors, on nous a demandé des scores d'aggravation, des signes avant-coureurs d'aggravation, on en parlera à la fin, pour voir si en effet on peut prédire la survenue d'une détresse respiratoire. On a été bien en peine avec la Covid en l'occurrence, puisque il y a des choses qui étaient un peu discordantes dans les présentations cliniques de ces patients. Donc oui, on répondra à la question sur ces signes avant-coureurs d'aggravation qui pourraient nous faire anticiper un certain nombre de traitements, voire peut-être éviter des prises en charge lourdes de ces patients. J'espère que le problème de son... il a quasiment disparu. Le docteur Rafik Beka travaille en réanimation à Cochin. Le revoilà, peut-être avec le son. Une activation du son, peut-être. Alors, après ce problème technique... C'est bon, je passe là. Voilà. Donc, j'essaie de reprendre le fil de l'histoire, donc je me suis déjà présenté. Donc, je voulais un peu parler de l'état des lieux actuels. En urgence aiguë, en détresse respiratoire, et voir toutes les détresses, qu'elles soient hémodynamiques et autres, il y a une équipe anglaise qui avait montré que l'oxygénothérapie était le premier traitement. Bien avant, un petit peu avant les antibiotiques, bien avant les nébulisateurs et les bronchodilatateurs et les corticoïdes et les diurétiques, comme vous pouvez le voir. Prochaine diapositive. Un petit problème technique. Prochaine diapositive. Voilà. Pardon. Excusez-moi. Et là, du coup, je regarde. Bon, un petit problème technique, et je passe les diapos. Un petit problème technique, j'espère qu'on va retrouver encore le fil. Donc, j'en étais à l'oxygène, la première prescription de thérapeutique dans les détresses vitales, c'est l'oxygénothérapie, bien avant les corticoïdes, un petit peu avant les antibiotiques, comme je disais. Alors que le meilleur monitoring, c'est la saturation, donc on donne l'oxygène, et dans la littérature, on trouve que, notamment les BPCO, 28% de personnes sont entre 88 et 92%. Ce sont les chiffres, les recommandations de saturation pour ce type de patients. Donc on voit clairement qu'il y a 24% de patients qui sont inférieurs à 88 de saturation et 47% qui sont supérieurs à 92%. Prochaine. Alors, l'oxygène et la saturation sont pour moi, et pour tout le monde bien sûr, un couple qui dure. L'oxygène est un médicament. La saturation est un moyen non invasif de surveillance. Les objectifs qui sont recommandés concernant le BPCO, c'est entre 88 et 92%. Et concernant le Covid-19, et voire même les autres patients, mais notamment le Covid-19, on peut élargir au-dessus de 93%, car par définition, ce sont des patients très instables, comme on a pu le voir durant la première et la deuxième vague. Et bien, malgré ces recommandations, vous voyez qu'on passe, si vous vous souvenez de la première diapo, de 28% de patients qui étaient entre 88 et 92% à peine 50%. En particulier les BPCO concernant ces objectifs. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nos patients sont trop oxygénés, qu'effectivement, on a un peu le BPCO en tête
avec ce risque d'hypercapnie, et en même temps, il y a, comme disait si bien Mélissa, que ce sont des patients qui sont à la fois hypoxiques et hypercapniques. Mais il faut savoir, comme l'a démontré, comme l'avait dit le professeur Michel Aubier, déjà en 1980, que ce sont surtout les BPCO en exacerbation qui sont très sensibles aux variations d'oxygène. Les autres BPCO stables, on peut, quand on donne de l'oxygène, on peut augmenter la P petit a CO2 de 2 à 3 mm de mercure. En revanche, les BPCO qui sont en exacerbation peuvent monter très rapidement jusqu'à 12-13 mm de mercure. Cela veut dire que, effectivement, on a peur de l'oxygénothérapie pour les BPCO. En revanche, on ignore que les patients qui sont hors BPCO hyperoxiques, l'oxygénothérapie à fort débit, ou à haut, quand on dépasse les objectifs, elle peut altérer les débits coronariens et cérébraux, notamment en diminuant le NO endogène. Comme vous le savez, le monoxyde d'azote, c'est un vasodilatateur local. Et il peut y avoir aussi une toxicité pulmonaire. Alors, quels sont les dispositifs qu'on a en place? Alors, le plus connu, bien sûr, celui qu'on utilise le plus en salle, un peu partout aux urgences, voire même en réanimation, c'est l'oxygène nasal. Il est souvent discret, il est confortable, le patient peut parler et manger. Par contre, il présente des inconvénients. À la fois, le premier, si le débit est supérieur à 5 litres, on sait qu'il y a une fuite, qu'il est moins efficace quand la bouche est ouverte, qu'il peut engendrer des saignements au niveau du nez, notamment si les narines, la muqueuse est sèche, et que dans cette période de pandémie, effectivement, il peut y avoir une augmentation de l'aérosolisation du virus. Le masque à haute concentration, c'est celui qu'on utilise quand la situation devient un peu précaire, et il permet de délivrer une FiO2 beaucoup plus élevée, jusqu'à 60%. Il y a moins d'aérosolisation. En revanche, il présente aussi des inconforts, le moindre confort pour le patient. Certains patients, notamment les BPCO, enfin, attention, je retire les BPCO, très hypoxiques pré-intubation. Les autres BPCO, bien sûr, on ne mettra pas de l'oxygène à haute concentration. Ils peuvent être claustrophobes, ils nécessitent quand même un débit, un débitmètre, et surtout, et ça c'est très important, on sait qu'il peut y avoir une réinhalation de CO2, c'est-à-dire que les patients peuvent réingérer leur CO2 qui est au niveau de la trachée. Prochaine. Alors, l'oxygène maintenant à haut débit humidifié, qui a été un peu popularisé avec la Covid-19. Ces indications, c'est les détresses respiratoires aiguës hypoxémiantes, notamment les pneumopathies, les SDRA classiques et les SDRA post-Covid-19. Alors, c'est de l'oxygène qui est humidifié. C'est quoi? Donc, on a un dispositif qui, pour certains, ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent pas, en gros, on fait un mélange d'oxygène avec un débit et on réchauffe tout ça. Et donc, le patient a l'association des trois et on peut réaliser une véritable FiO2 et un bon confort. Prochaine diapositive. Donc, l'oxygène à haut débit, c'est quoi? C'est du gaz chauffé, comme je disais, humidifié. On sait très bien que les muqueuses qui sont sèches, il y a une altération de la clairance mucociliaire, il y a un risque d'atélectasie, il y a un meilleur confort, il y a une meilleure tolérance parce que le gaz est chauffé. Donc, on a trois choses à vérifier, c'est la température, le débit, qui est souvent, on commence par un bas débit, 40 litres, et on monte jusqu'à 60 litres, et le réglage de la FiO2. Et là, on a une véritable FiO2. Il y a le lavage de l'espace mort induit, comme je vous l'avais dit, des détresses respiratoires peuvent engendrer une hypercapnie au niveau de l'arbre bronchique, et cette hypercapnie peut altérer la commande respiratoire. Et l'avantage de ce dispositif, l'Optiflow, comme on l'appelle, il peut diminuer la réinhalation du CO2. On peut jouer sur la FiO2, c'est-à-dire qu'on améliore
l'oxygénation en gardant un grand débit. C'est ça l'intérêt, c'est qu'il faut avoir un bon débit et faire jouer juste la FiO2. Et dernière chose, qui n'est pas des moindres, le dispositif contribue à améliorer la compliance pulmonaire par le biais d'une PEP. Donc c'est cette pression positive en fin d'expiration. Alors il faut savoir que c'est pas une PEP qui est celle des ventilateurs, c'est une PEP estimée à 5 mm, 5 mm de mercure, 5 cm d'eau, pardon, autant pour moi. Et donc cette PEP, elle arrive à améliorer la compliance, baisser la fréquence respiratoire et améliorer le confort du patient. Prochaine diapo. Donc là, je vous mets, c'est les guidelines qui sont à la question, est-ce qu'il y a des critères prédictifs d'une aggravation, ou est-ce qu'il y a des signes, ou est-ce qu'il y a un score? Ça, c'est des guidelines de la Société de pneumologie en langue française. Comme vous savez que durant la première vague, et quand les réanimations étaient saturées, il y avait beaucoup de patients qui étaient hospitalisés en pneumo et dans les étages, comme on dit. Et donc, on avait déjà fixé les critères, les objectifs de saturation. Donc, le BPCO entre 88 et 92%, et les autres patients entre 92 et 96%. Pardon. La cible de SPO2, il fallait la respecter. Et puis surtout, l'objectif était de baisser la fréquence respiratoire et de maintenir une odothérapie inférieure à 6 litres. Et déjà, comme vous pouvez le constater, les flèches qui l'indiquent, au-delà de 6 litres, on avertit la réanimation. Je ne vais pas empiéter sur les prochains sujets, mais si dans cette situation, il y a eu des cas où on a instauré l'oxygénothérapie à haut débit, donc l'Optiflow, il fallait aussi avertir le réanimateur d'emblée. Et bien sûr, si la situation devenait incontrôlable, et là, il fallait rapidement alerter la réanimation, parce que comme vous le savez, les patients, ce genre de patients sont en hypoxie, des fois réfractaire, et que l'intubation et ventilation artificielle dans une période d'hypoxie réfractaire est souvent greffée de morbimortalité. Prochaine diapo. Alors, ma conclusion est, malgré ces petits problèmes de son, je reprends un peu le fil, c'est que les objectifs de SAO2 ne sont atteints, hélas, que dans seulement 50% des cas. Quand on reprend tous les patients qu'on regarde, nos patients, certes, l'hypoxie est très grave et très délétère, elle est mortelle, mais souvent nos patients sont hyperoxygénés. Parce qu'il y a une notion un peu qui circule, c'est que pour les docteurs et pour les infirmières, l'oxygène reste safe. En tout cas, Austin, dans JAMA, a démontré qu'il y avait une relation entre un monitoring rigoureux de SAO2 et une baisse de mortalité. Et avec la Covid-19, l'oxygénothérapie à haut débit est popularisée et bien sûr, tout retard à l'intubation peut être délétère. Et donc, je vous remercie. Merci Rafik. Alors bon, petit problème technique, désolé pour ce souci. Néanmoins, c'est clairement, on a mis l'accent sur un vieux nouveau dispositif qui est l'oxygénothérapie à haut débit, que nous, urgentistes, connaissons un petit peu moins, c'était un peu compliqué. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce dispositif, puisque Rafik vous a parlé de l'aérosolisation notamment, à 60 litres minute, forcément, on pouvait se demander si c'était bien sûr d'utiliser ce type de dispositif. C'était un petit peu l'objectif aussi de cette présentation. Nous allons passer à une présentation sur les techniques adjuvantes, présenté, et c'est rare, par un kinésithérapeute de réanimation spécialisé sur la ventilation, avec un point de vue qui est un tout petit peu différent du point de vue plus classique des infirmières ou des médecins. Je te laisse la parole, Mathieu. Merci. Merci Guillaume. Bonsoir à tous. Merci à Panacea pour l'invitation. Effectivement, on va parler des techniques adjuvantes, c'est-à-dire que
En faisant des petites choses, notamment on va voir mobiliser le patient ou le mettre sur le ventre, on peut grandement améliorer la saturation du patient et donc essayer de résoudre un petit peu cette insuffisance respiratoire aiguë ou du moins de un peu moins l'aggraver. Juste revenir sur la diapo d'avant, je suis Mathieu Réfiena, je suis kinésithérapeute en réanimation à l'hôpital Foch depuis 8 ans et j'ai travaillé, enfin là je travaille en réanimation, j'interviens aussi en USI, en salle de réveil et dans mes précédents postes, j'ai pu côtoyer à la fois de la médecine intensive de réanimation, mais aussi de la réanimation chirurgicale, ce qui m'a permis de voir un petit peu différents profils de patients et vous allez voir que ces patients qui désaturent finalement, on peut les résoudre sans être kiné et en faisant des petites choses pour les améliorer. On va refaire un tout petit peu de physiologie avant pour savoir vraiment de quoi on parle. Avant de rentrer vraiment dans le dur, entre guillemets, avec le rapport ventilation-perfusion, je vais juste redéfinir un petit peu l'hypoxie et l'hypoxémie, la différence. L'hypoxie, en fait, c'est quand votre cellule, vos tissus, c'est-à-dire que le sang n'est pas sectionné, les cellules n'arrivent pas à recevoir suffisamment de sang, et du coup, vos cellules commencent à souffrir de ce manque d'hypoxie. Le sang qui vient, du coup, c'est l'hypoxie. Il y a plusieurs causes d'hypoxie, il y a l'état de choc, l'intoxication de carbone, par exemple, l'anémie, et l'hypoxémie. Et la différence entre l'hypoxie et l'hypoxémie, c'est que l'hypoxémie, c'est vraiment le manque de sang, d'oxygène dans le sang. Et donc, la définition, c'est une période inférieure à 60 mm de mercure. En gros, très simple, c'est que l'oxygène n'arrive pas correctement dans le sang. Donc, il y a plusieurs possibilités d'hypoxémie. C'est soit une diminution de la PO2, enfin, finalement, l'air, l'oxygène qui est présent dans l'air, comme par exemple, vous allez à la montagne, il y a un peu moins d'oxygène dans l'air, du coup, c'est un peu plus difficile d'extraire. Vous êtes hypoventilé parce que vous êtes morphinique, vous êtes fatigué. Par exemple, un patient. Je me permets d'intervenir un petit instant parce que il y a un problème de son, c'est assuré, comme le disent certains. On va tenter. Mathieu tente peut-être de couper le son et le remettre. Et malheureusement, c'est notre support Livestorm qui doit poser quelques petits soucis. Vas-y, réessaye, Mathieu. Ça marche un peu mieux là ou pas? On va réessayer. Et on... Vas-y, tu peux y aller, tu as 5 minutes devant toi. Ok. Du coup, je reprends, j'en étais, les différentes causes d'hypoxémie. Ce qui va très nous intéresser, c'est les anomalies de la ventilation et de la perfusion. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a du sang au niveau des tissus pulmonaires, il y a du sang qui arrive au niveau des capillaires pulmonaires, mais les échanges ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que la ventilation, donc l'air qui arrive au niveau des poumons n'est pas réparti uniformément partout dans le poumon. Quand vous êtes au niveau de vos bases pulmonaires, c'est là où il y a le plus d'alvéoles, et donc c'est là où la ventilation, l'air arrive le plus. Et plus vous montez au niveau de l'apex pulmonaire, moins il y a théoriquement d'air qui rentre. Au niveau de la perfusion, c'est-à-dire le débit sanguin au niveau des capillaires pulmonaires, c'est à peu près la même chose. Quand vous êtes en bas, par gravité, il y a beaucoup de perfusion, il y a beaucoup de sang qui arrive, et plus vous montez dans la bronchique, moins il y a de perfusion. Alors, je me permets de réintervenir, je suis désolé Mathieu, mais du coup, ton son est très très haché. Alors, ce que je te propose de faire, c'est d'y aller avec très très posément pour qu'on arrive à comprendre les mots, mais c'est assuré comme l'était Rafik tout à l'heure. Alors Rafik est dans nos locaux, donc on a pu arriver à switcher en effet. Mathieu, on peut pas te faire venir en voilà. Donc écoute, essaye d'intervenir avec douceur, mot par mot si tu peux. Voilà, on va essayer de résoudre le problème de ces. J'essaye de couper ma caméra pour voir si ça change un peu. On a l'impression que ça change un peu. Bon, on va tester comme ça. Du coup, je disais que la ventilation et la perfusion au niveau du poumon ne sont pas réparties de la même manière. Et donc, quand on regarde le graphique de gauche, au niveau des bases pulmonaires, donc c'est au niveau des abscisses, quand vous êtes tout à gauche, c'est les bases pulmonaires, on voit qu'on a beaucoup de ventilation et on a beaucoup plus de perfusion. Et finalement, le problème, le sang arrive beaucoup, mais n'est pas totalement oxygéné parce qu'il y a pas assez d'air pour finalement faire correctement les échanges gazeux. Et quand on monte au niveau de l'apex, plus on monte au niveau de l'apex, il y a la ventilation qui diminue petit à petit parce qu'on a dit qu'il y a moins d'alvéoles en haut, mais il y a surtout la perfusion qui diminue totalement. Et du coup, c'est l'effet inverse. Cette fois, le sang n'est pas correctement oxygéné parce qu'il n'y a pas assez de sang finalement. Et quand ça repart dans la circulation, il y a une dette en oxygène et donc c'est cette hypoxémie. Et donc, le rapport idéal, c'est vers le milieu des poumons. On dit que le rapport ventilation-perfusion est idéal parce que c'est là où, justement, il y a assez d'oxygène qui arrive par les poumons et il y a assez de sang pour le transporter. Sauf que nous, le problème de notre patient hospitalisé, c'est qu'il est, entre guillemets, pas idéal. C'est-à-dire que la plupart du temps,
il est installé dans son lit, il a mal, il bouge pas trop, et du coup, son problème, c'est que il respire pas à fond. Et du coup, toutes ses alvéoles ne sont pas ouvertes. Et dans les cas extrêmes, ça donne des patients en SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë. On peut voir sur l'image scannographique de droite, on voit un patient qui a alité. Et tout le blanc que vous voyez un petit peu sous le cœur, c'est des alvéoles qui sont totalement fermées. Il faut bien imaginer que si vos alvéoles sont fermées, le sang lui continue à passer à travers les capillaires. Et du coup, il ressort totalement non oxygéné et en plus riche en CO2. C'est ce qu'on appelle l'efficient. Et cette efficient, on ne peut pas faire grand-chose. Vous allez beau augmenter l'oxygène que vous administrez à votre patient, soit avec le débit d'oxygène, soit avec si votre patient est intubé, ça ne va pas résoudre fondamentalement le problème. Donc, pour essayer d'améliorer ça, on a deux petites techniques qui sont le VV et la mobilisation. Donc, on va regarder le déclus ventrale. Initialement, c'est une technique qui est réservée à la réanimation. Parce qu'on utilise principalement chez le SDRA. On va dire sur ces coupes de scanner, encore une fois, un patient à gauche qui est sur le dos, où on voit en bas les alvéoles sont totalement toutes blanches, toutes fermées, et du coup, le sang passe, mais l'oxygéné et votre patient désature. Et quand on met sur le ventre et qu'on refait le scanner, on voit que maintenant, tout ce qui est en haut, c'est finalement les zones postérieures de votre patient, tout votre dos, et de nouveau noir, de nouveau bien aéré, parce qu'on a redistribué la ventilation. En dégageant le poids du cœur et par gravité, par exemple, en chassant un petit peu l'œdème qu'il y avait dans ces alvéoles, cette ventilation a pu se faire dans ces territoires qui sont justement très importants. Et du coup, le sang peut correctement oxygéner votre patient. Ça améliore grandement le rapport ventilation-perfusion. Votre patient ne désature plus, récupère son oxygénation, et normalement, il est censé s'améliorer un petit peu, du moins quand c'est pour un patient SDRA. Et jusqu'à présent, c'était réservé pour des patients qui sont intubés, sédatés, voire curarisés. Sauf qu'en 2020, vous êtes au courant qu'il y a eu le Covid, et donc on voit très bien sur la courbe de droite où c'est sur PubMed. PubMed, c'est le site où on fait les recherches bibliographiques sur les articles. On voit qu'il y a une ligne de base de 1976 à 2019, où il y a quelques articles, quand on tape déclus ventrale vigile, quelques articles qui émergent, mais pas grand-chose. Et en 2020, un grand pic, parce que finalement, on s'est rendu compte que peut-être que cette technique non invasive, adjuvante, pouvait aider ces patients Covid-19 qu'on ne pouvait pas forcément intuber ou à le mettre en réanimation. Et du coup, on a commencé vraiment à étudier ça, à mettre les patients sur le ventre alors qu'ils étaient réveillés, toujours dans le rationnel, essayer d'améliorer la ventilation des territoires basaux postérieurs, là où vraiment il y a la perfusion. Et donc ça, théoriquement, c'est réalisable en réa, mais aussi en soins intensifs et en salle de pneumologie ou de salles qui ont été transformées en Covid. Et donc, normalement, quand vous avez votre patient qui désature parce que justement, il ne ventile pas très bien au niveau de ses bases à cause de la Covid ou d'autres pathologies, vous pouvez avoir un gain rapide en saturation. Seulement, je n'ai pas montré d'études ou de graphiques parce que c'est quelque chose d'assez récent, finalement, dans cette intensité. Donc, il y a beaucoup d'études. Et quand on fait beaucoup d'études, on ne trouve pas forcément des bons résultats parce que ça a été testé sur tous les patients. Et finalement, on n'a pas encore très bien sélectionné quel patient pouvait bien répondre à cette technique. Donc, maintenant, si vous avez un patient qui désature, et plutôt pour la Covid-19, vous pouvez essayer, proposer voir avec le médecin, pourquoi pas essayer une cure de déclus ventrale pour voir si votre patient est répondeur et peut être amélioré. Un des paramètres cliniques le plus important, c'est la tolérance du patient. C'est déjà sa coopération. Est-ce que le patient va accepter d'être mis sur le ventre, sachant qu'il y a certains patients qui vont avoir des douleurs lombaires qui ne sont pas très bien supportées, et surtout d'autres patients qui vont être angoissés, voire intolérants à cette position sur le ventre. Donc c'est une technique qui est assez facile à mettre en place, qui peut apporter des bénéfices très importants pour les patients, mais qui ne peut pas pour le moment réserver à tout le monde, parce qu'il y a des patients qui sont répondeurs ou d'autres qui ne vont pas le supporter. Par contre, ce qu'on peut faire à pratiquement tous les patients, ça c'est ma dernière diapo, c'est la mobilisation. Là, je ne vais pas parler de mobilisation, pas en parler au niveau musculaire, c'est-à-dire faire le travail du kiné. C'est mobilisation pour améliorer cette oxygénation. C'est deux petites études qu'on peut réaliser en réanimation, mais qu'on peut facilement extrapoler à d'autres services. C'est déjà la mise au fauteuil et l'activité physique. Cette étude de gauche, elle montre en fait ce qui se passe quand on met un patient au fauteuil. Donc, ils ont pris deux groupes de patients. Un groupe de patients qui allait au fauteuil de manière totalement passive, c'est-à-dire qu'ils étaient pris pratiquement les malades et posés sur le fauteuil, et un groupe de patients qui étaient mis de manière active au fauteuil en faisant un petit effort. Et on a mesuré la VO2. La VO2, on a peut-être entendu parler chez les sportifs, c'est la consommation d'oxygène. Et donc, si la VO2 augmente, ça veut dire que votre organisme consomme de l'oxygène. Et donc, quand on regarde la courbe bleue, c'est les patients qui ont été mis de manière passive au fauteuil. Et on voit que cette courbe reste plate. C'est-à-dire que pendant toute la mise au fauteuil de manière passive, les patients n'augmentent pas leur VO2 et donc ne consomment pas d'oxygène plus que ça. Et par contre, en rouge, on voit un pic qui apparaît, c'est l'effort. Et pendant cet effort, les patients ont augmenté cette consommation d'oxygène. Ça veut dire que métaboliquement, il s'est passé quelque chose et les patients ont fait un effort.
Et du coup, pour augmenter votre consommation d'oxygène, vous êtes obligé d'augmenter votre respiration et donc votre ventilation. Et ça, c'est la deuxième étude qui est très récente, qui a été publiée en septembre 2020 par une kiné belge, qui avait évalué avec ce qu'on appelle la tomographie par impédance électrique. En gros, on met une ceinture d'électrodes autour du thorax du patient qui envoie un petit peu de courant et ça nous permet de mesurer le recrutement alvéolaire. On voit en direct est-ce que les alvéoles s'ouvrent ou se ferment. Et du coup, quand on fait ça, eh ben, on l'a comparé pareil, deux groupes de patients. Un groupe de patients qui reste au fauteuil et qui ne fait pas grand-chose et un groupe de patients qui va au fauteuil de manière active et qui surtout qui fait des efforts. Quand on regarde le petit graphique du milieu, la courbe noire qui augmente, c'est la courbe qui dit que quand vous faites un effort, votre patient recrute du territoire pulmonaire, ouvre du parenchyme pulmonaire, et c'est chez les patients qui étaient non intubés, on voit que ce recrutement est niveau plutôt postérieur, c'est-à-dire là où il y a le plus d'alvéoles. Alors quand je parle d'effort, forcément il y a des patients qui faisaient du vélo, de bras, de jambes, et donc c'est pas forcément ce qu'on vous demande de faire dans les services, mais c'est des patients qui tout simplement pouvaient être debout et marcher un petit peu sur place. Et c'est d'autant plus intéressant, donc ça voit que faire des efforts aux patients, ça augmente sa consommation d'oxygène, ça augmente son recrutement alvéolaire, et là où c'est le plus intéressant, c'est que surtout ça augmente sa saturation. Ils ont fait des gaz du sang avant et après, ils ont mesuré le rapport PO2 sur FiO2, donc l'oxygénation finalement efficace du patient, et on voit que cette oxygénation augmente entre l'état basal et après avoir fait un effort. Et donc finalement, ça c'est des petites choses tout simples qu'on peut faire n'importe où, en salle, au réveil, en réanimation. Tous vos patients un peu obèses, qui bougent pas trop, post-chirurgie et qui désaturent, vous savez pas trop pourquoi, la plus grande possibilité, s'il n'y a pas de problème sous-jacent, c'est qu'ils s'atectasient un petit peu aux bases parce que la ventilation ne se fait pas correctement aux bases et du coup, ils désaturent petit à petit. Et une des premières choses à faire, c'est peut-être bouger ces patients. Alors, je ne demande pas de leur faire du vélo ou de leur faire marcher tout le couloir 3 fois, mais tout simplement essayer de les bouger de manière active, les emmener déjà au fauteuil de manière active, les emmener aux toilettes, les emmener se promener un petit peu dans le couloir pour les faire bouger. Pendant que vous faites votre tour dans la chambre, vous prenez des constantes. Ça permet déjà de faire recruter du parenchyme pulmonaire, améliorer un petit peu l'oxygénation et permettre ainsi de résoudre transitoirement la cause de l'insuffisance respiratoire aiguë. Et donc, les conclusions, c'est ça, c'est que finalement, l'insuffisance respiratoire aiguë, souvent, dans les services, en salle, pour les patients tout venant, sans parler forcément des Covid ou des plus graves, c'est parce qu'ils ventilent pas très bien. Et du coup, la première chose à faire, c'est les bouger pour redistribuer cette ventilation. Donc, pour certains patients, c'est les mettre sur le ventre, comme les patients Covid qui sont souvent les plus graves, pour voir si déjà ça les améliore. Et d'autres, c'est faire des efforts modérés, sous couvert de la tolérance, en les mettant au fauteuil, en faisant marcher sur place. Tout ça pour augmenter le recrutement alvéolaire, améliorer la ventilation et la perfusion, et du coup, augmenter l'oxygénation du patient. Donc, voilà. Donc, désolé pour les petits problèmes techniques, j'espère que ça a été mieux sur la fin. Merci beaucoup Mathieu. Alors en effet, on nous a suggéré que j'ouvre mon micro afin que ça améliore ton flux et c'était le cas et on t'a parfaitement bien entendu, en tout cas sur la mobilisation active. Tout le reste était très très intéressant, très intéressant parce que le reste étant un peu plus classique pour nous infirmiers ou médecins. Et en effet, d'imaginer qu'on recrute en mettant en décubitus ventral, en mettant en mobilisation active, et qu'on recrute tous ces territoires qui ne sont pas quand on est allongé longuement ou voilà. Je trouve ça vraiment très très intéressant. La DV Vigile, j'avoue que je le découvre un petit peu là. Alors, je travaille pas dans des services de médecine non plus, mais finalement, d'avoir extrapolé ce décubitus ventral pour des patients intubés sédatés, ce qui est très lourd, je crois, dans un service, de pouvoir l'appliquer en DV Vigile, moi, je trouve ça vraiment extra. Alors bon, tu as donné les limites. Je reformule un peu, je me permets de reformuler un peu ce que tu as dit parce qu'on t'entendait moins bien. Mais finalement, c'est la tolérance du patient. Et puis on imagine que, en dehors de peut-être de problèmes, je sais pas, orthopédiques, la grossesse sûrement, enfin, toutes les contre-indications du DV en général ne permettent pas de mettre en DV. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment très intéressant. Voilà. Écoute, tu auras sûrement l'occasion de reprendre peut-être certains points qu'on a un peu moins bien entendus, mais en tout cas, on a bien compris les messages clés qui est d'aller recruter un petit peu partout des territoires qui sont un peu sous-oxygénés, sous-ventilés, en tout cas, du fait des positions liées à leurs problèmes. Merci beaucoup Mathieu. On va passer cette fois à un sujet plus costaud, la VNI cette fois, avec Christian Laplace qui va nous donner le point de vue du réanimateur sur cette technique ancienne, mais bon, qui mérite toujours d'être remise en focus. Alors je ne coupe pas mon micro, évidemment. Okay, bonsoir à tous.
Moi, je suis Christian Laplace, donc je suis praticien hospitalier en anesthésie-réanimation. Je travaille en réanimation chirurgicale à Bicêtre. C'est une réanimation polyvalente, chirurgicale polyvalente. On fait beaucoup de traumatologie, des traumatisés thoraciques. Je m'intéresse beaucoup à la ventilation. On a une réanimation, des soins continus, de la salle de réveil, donc une activité assez variée dans laquelle on a pas mal de détresse respiratoire. Voilà, et je présenterai ce topo sur la VNI en collaboration avec Constance Bonnard, qui va se présenter aussi. Bonsoir à tous, merci d'être là, merci à Panacea de nous avoir accueillis. Donc voilà, je m'appelle Constance Bonnard, je suis infirmière en réanimation médicale à la Pitié-Salpêtrière. Je travaille en réanimation depuis 13 ans maintenant. Donc voilà, et j'aurai le plaisir du coup de vous donner un petit peu le point de vue du paramédical, de l'infirmière au sujet de la VNI après la présentation du coup de Christian. Merci. Merci Constance. Donc on vient de voir avec Rafik des techniques d'oxygénation, avec Mathieu des techniques de recrutement alvéolaire, moyennant quoi, devant les défaillances, on est obligé régulièrement de arriver jusqu'au moment où il faut une assistance respiratoire. Pourquoi une assistance respiratoire? Parce qu'à un moment, le patient va être défaillant, parce qu'il ne peut plus faire le travail respiratoire dont il a besoin, ou que la charge respiratoire et la consommation d'oxygène de ses muscles respiratoires pour assurer sa respiration devient trop importante au-devant de la possibilité d'oxygénation par son poumon. Et donc, il va falloir l'assister. Alors, c'est particulièrement le cas dans les décompensations de BPCO. C'est probablement une des meilleures indications de la VNI. C'est comme ça qu'elle a été mise au point et qu'elle est apparue et qu'elle s'est démocratisée. L'OAP cardiogénique placapnique, les insuffisances respiratoires post-opératoires, les traumatismes thoraciques, tout ça, ce sont des bonnes indications. Et on peut le faire dans toutes les indications où on a une défaillance respiratoire avec un patient qui se fatigue ou qui devient défaillant et qui a besoin, quand on a vu les signes tout à l'heure avec Mélissa, d'un patient qui devient hypercapnique, qui commence à hypoventiler. C'est souvent au bout d'un moment le signe de la détresse respiratoire avec une fatigue. Alors, l'intérêt de la VNI, c'est de permettre une assistance respiratoire, mais en limitant les complications de l'intubation, sans avoir recours à l'intubation orotrachéale, qui génère aussi les complications en elles-mêmes, à la fois trachéales avec le ballonnet, complications de l'intubation qui elle-même peut avoir des complications sévères, et puis limite les complications respiratoires à type d'infection essentiellement. Alors, tout d'abord, juste pour bien fixer les choses dès le début, il faut faire attention, la ventilation non invasive ne veut pas dire que c'est une ventilation qui est moins difficile et qui nécessite moins de surveillance qu'une ventilation invasive. C'est un patient qui est ventilé. Et à ce titre-là, on ne peut pas faire de la ventilation invasive n'importe où. Ce sont des patients qui nécessitent un monitorage en continu. Donc c'est au minimum dans une sauve aux urgences ou au minimum dans des soins continus. Et le plus souvent, c'est en réanimation. Ça ne se fait pas dans une salle de chirurgie ou dans un service de médecine. On n'a pas les moyens de surveillance. Et il faut faire attention aussi, c'est une charge de travail importante pour les soignants, en particulier pour les infirmières et pour les kinés. Un patient qui a une ventilation non invasive ne veut pas dire un patient qui est ventilé facilement. C'est au contraire un patient qui nécessite souvent beaucoup plus d'attention, même qu'un patient intubé ventilé. La diapositive suivante. Alors, le prérequis, et ce qu'il faut avoir compris avec la VNI, c'est que c'est une aide inspiratoire. C'est une assistance respiratoire. Le plus souvent, on la règle en ventilation spontanée avec une aide et on va assister le patient. Mais le patient respire tout seul et il doit être coopérant, conscient, et donc c'est un patient qui ne doit pas être sédaté. C'est différent du patient intubé ventilé qui souvent est sédaté, même si de plus en plus on diminue les sédations en réanimation. Donc c'est un patient qui ne doit pas être sédaté, et a fortiori encore moins un patient qui est curarisé, bien évidemment, il ne sera pas en ventilation non invasive. C'est un patient qui ne doit pas être comateux, et on va le voir un petit peu plus tard, s'il devient un comateux sous VNI, c'est souvent un des signes qui fait qu'il faut arrêter la ventilation non invasive et passer à la ventilation invasive, ça fait partie des critères de gravité. Donc il faut retenir que c'est la machine qui aide le patient, et elle va l'aider au moyen d'une interface. La sonde d'intubation n'est pas l'interface à ce moment-là, c'est un masque facial, un masque buccal ou nasal, et le plus souvent en réanimation, ce sont des masques qui prennent l'ensemble nez et bouche.
Et cette interface, elle est extrêmement importante parce que c'est celle qui va permettre une bonne synchronisation de la machine sur les efforts du patient. Il faut que la machine comprenne ce que fait le patient et arrive à l'assister au maximum et sans induire de gêne respiratoire pour le patient lui-même. Et donc, on reverra avec Constance et puis un petit peu plus tard le problème de l'installation et des fuites. On pourra reparler des réglages dans les questions si vous le souhaitez. Alors, il faut vraiment faire attention aux contre-indications. Alors ça, c'est plutôt du domaine du médecin, mais c'est vraiment important pour tout le monde d'avoir compris qu'un patient qui a des troubles de conscience ou un patient sédaté, c'est pas le bon client pour la ventilation non invasive et il ne doit pas être en ventilation non invasive. Un patient de chirurgie digestive ou un patient qui vomit ou qui a un syndrome occlusif, c'est aussi un patient qui, s'il a une détresse respiratoire, n'aura pas comme solution la VNI. Un pneumothorax non drainé, tout ce qui est du barotraumatisme potentiel, ça doit aussi être géré avant de mettre une VNI. On peut mettre une VNI à quelqu'un qui a un pneumothorax, mais quand on l'a drainé, ou quand on sait qu'il est stabilisé et qu'il ne pose pas de soucis, mais il faut vraiment faire attention au barotraumatisme, comme avec une ventilation non invasive. L'obstruction des voies aériennes supérieures, en particulier une dyspnée laryngée, n'est pas une bonne indication de VNI. S'il y a un obstacle, un cancer de l'amygdale ou autre, que le patient est en détresse respiratoire, l'indication n'est pas la ventilation non invasive. La neurochirurgie par voie transphénoïdale, les chirurgies d'adénome hypophysaire où les chirurgiens passent par le nez pour aller opérer, où il peut y avoir des brèches ostéodurales, sont une contre-indication de la VNI. Pourquoi? Parce qu'on va mettre de la pression positive et qu'on risque de provoquer une pneumoncéphalie, et donc c'est une contre-indication formelle. Et tout ce qui est hypoxémie menaçante réfractaire, en gros le patient extrêmement grave et qui est en très grande défaillance et qui nécessiterait l'intubation, ne doit pas être mis en VNI. À quelques critères près, c'est qu'on a finalement, on s'est rendu compte, en particulier avec la pathologie Covid, que certains patients très très graves finalement s'amélioraient avec l'oxygène au débit et de la ventilation non invasive, et que de temps en temps, quand on les avait intubés très tôt dans la première vague et qu'on avait un petit peu moins d'expérience, on a l'impression qu'on ne les avait pas forcément améliorés à ce moment-là. Mais retenez quand même que tout venant, l'hypoxémie réfractaire menaçante au patient bradycarde très hypoxémique, on intube et on ne le met pas en VNI. Je n'ai pas mis dans les contre-indications formelles ici tout ce qui est chirurgie de l'œsophage, chirurgie gastrique, qui pour les chirurgiens sont souvent des contre-indications formelles. Quand le patient en post-opératoire a une bonne indication à ventilation non invasive et qu'elle est réalisée dans de bonnes conditions, qu'on n'a pas de fuite, qu'on ne va pas gonfler l'estomac ou l'œsophage parce que le patient est adapté et qu'on l'a mise en place correctement, on peut tenter la ventilation non invasive. Je le mettrai dans les contre-indications relatives, en tout cas à prendre avec précaution, mais on peut faire de la ventilation non invasive sur une chirurgie de l'œsophage, pour autant que ce soit bien conduit et mis avec un raisonnement adapté. Diapositive suivante. Alors, une fois qu'on a mis une ventilation non invasive, qu'on l'a mis à bon escient, qu'on l'a mis correctement, il faut aussi savoir l'arrêter quand elle est inefficace. Et c'est extrêmement important. Retarder l'arrêt de la ventilation non invasive et retarder l'intubation, c'est un petit peu le risque avec toutes ces techniques alternatives comme l'oxygénothérapie à haut débit qui permet de traiter avec des très hauts niveaux d'oxygénation ou la ventilation non invasive qui permet d'assister le patient sans intuber, c'est de ne pas rater le moment où il aurait besoin d'être intubé et où donc il faut savoir s'arrêter. Il y a des études qui ont démontré une surmortalité chez les patients qui avaient été maintenus trop longtemps en VNI et qui du coup avaient une surmortalité au moment où ils étaient intubés. Alors, pour donner un petit peu des critères d'échec, il y a des critères qui sont des critères majeurs, mais globalement, et des critères mineurs, globalement, on doit retenir qu'un patient qu'on met sous ventilation non invasive, dans l'heure qui suit, il doit s'améliorer. Si on n'a aucune amélioration d'un patient qu'on a mis sous ventilation non invasive, voire si on a une dégradation, c'est que la technique est au pire mal réalisée, au mieux c'est que le patient s'aggrave et qu'il va falloir passer à l'étape d'après qui est la ventilation non invasive. Donc si on retient quelques critères majeurs, c'est l'arrêt respiratoire, bien évidemment, le patient qui s'arrête de respirer en VSZ, en ventilation non invasive, la machine va arrêter de l'aider. Même si on a réglé une ventilation d'apnée, il déclenchera avec une ventilation invasive au moyen du masque, mais qui n'est pas la technique adaptée. Il faut intuber ce patient-là. Un patient qui fait des pauses respiratoires, qui a des gaspes, qui a des troubles de conscience, doit être intubé.
Un patient qui s'agite sous VNI, qui est inconfortable, qui est très hypoxémique, hypercapnique, la réponse, c'est pas je le sédate pour l'adapter à la ventilation non invasive, c'est qu'il n'est plus apte à la ventilation par ce biais-là et qu'il faut l'intuber. Un patient qui est bradycarde, qui a des troubles de conscience, qui a une instabilité hémodynamique majeure, il y a un autre problème, il faut prendre le problème dans sa globalité, et en général, un état de choc sévère va nécessiter une intubation quand on est à ce niveau-là. Donc, un seul de ces critères justifie d'arrêter la ventilation non invasive et de passer l'intubation et la ventilation invasive. Dans les critères mineurs, il faut y être assez attentif, et c'est là où c'est important de voir et de prendre en considération la non-amélioration du patient, et c'est important de la dépister. Un patient qui a une fréquence respiratoire élevée, au-delà de 35 par minute, et qui ne va pas baisser sa fréquence respiratoire sous VNI alors qu'on a déchargé son travail respiratoire, c'est un patient qui n'est pas amélioré par la VNI, il faut faire attention. Un patient qui a une acidose et qui va aggraver son acidose respiratoire ou au moins pas l'améliorer, une hypoxémie profonde à moins de 45 mm de mercure de peptide AO2 malgré l'apport d'oxygène par la VNI est un signe d'alarme, et l'aggravation ou la survenue d'une encéphalopathie. Ces critères-là, on peut les prendre globalement tous dans leur globalité. Souvent, ils vont être un petit peu présents tous ensemble, mais on voit que deux de ces critères-là, deux critères mineurs, justifient d'arrêter la VNI et de passer à l'intubation. On aura souvent le pH qui ne s'améliore pas, la fréquence respiratoire élevée et la PCO2 qui reste élevée, l'hypoxémie et l'aggravation de l'encéphalopathie. Voilà, ces critères-là vont souvent apparaître. Et encore une fois, la non-amélioration d'un patient dans l'heure qui suit la mise en place de la VNI doit faire reconsidérer cette technique. Voilà, je vais passer la parole à Constance qui va vous en dire un petit peu plus sur sa mise en place et la gestion de la VNI dans les suites. Constance. Diapo suivante. Alors voilà, donc ce qui était essentiel un petit peu, je voulais revenir un petit peu, c'est la diapo juste d'après. Voilà, super. Donc du coup, c'était un petit peu vous parler, voilà, les ressentis des soignants par rapport à la VNI, souvent c'est source de stress, très mal vécu donc par les soignants, également par les patients. Il y a une notion d'inconfort avec le masque, la tentative régulière du patient de le retirer, les nombreux problèmes de fuite du masque ou des réglages qui ne seraient pas adaptés, des alarmes qui sonnent également. Tout ça va engendrer un petit peu d'angoisse, de stress aux soignants. Et je vais essayer dans ma partie, du coup, de vous donner des points clés pour faire en sorte que cette séance se passe au mieux pour votre patient, mais également pour vous. Diaporama suivante. Donc, tout d'abord, ce qui est très important, c'est le rôle en collaboration, puisqu'effectivement, pour qu'une séance de VNI se passe bien, on a besoin de tout le monde, donc du médecin qui va informer le patient au premier abord et faire ses réglages. On a aussi besoin de l'aide-soignante pour qu'elle puisse nous aider à réinstaller le patient, tout en continuant à l'informer, s'assurer qu'il n'y ait pas une question, qu'il ait bien compris le message du médecin. Et c'est vrai que pour la mise en place du masque, c'est toujours plus facile d'être à deux que seul. On risque de mettre plus d'un côté le masque que de l'autre. Donc, du coup, à deux, c'est vraiment plus simple. Et effectivement, alors, c'est pas marqué sur ma diapo, mais on peut, si vous avez la chance d'avoir un kiné dans votre service, faire appel au kiné entre les séances ou même pendant la séance, s'il y avait besoin, c'est également nécessaire. Et après, toute la surveillance va être avec l'ensemble de l'équipe. On va essayer de surveiller ce malade ensemble. Alors, les différents points clés d'une séance pour que la séance de VNI se passe au mieux, ce qui est capital, c'est essayer de gagner plutôt la coopération de votre patient. Ça, c'est essentiel. La non-coopération de votre patient peut être une contre-indication à la VNI, donc il va falloir absolument la gagner. Donc, comment? Déjà, on en a parlé juste avant, c'est l'information. Effectivement, même dans une situation d'urgence, sur une détresse
respiratoire, on doit donner l'information au patient, lui donner nos objectifs, voilà pourquoi on lui met le masque, dans quel but, s'il y a une notion de timing, voilà combien de temps on va essayer de le mettre sous VNI. Et puis, en plus de l'information, s'assurer qu'il est compris, on va essayer d'aller sur le confort. C'est essentiel pour que le patient puisse tolérer au mieux sa séance. Donc, le confort, ça passe par pas mal de choses. On a parlé tout à l'heure de l'installation. Vous avez également, voilà, au niveau du masque, ça peut faire énormément d'appui sur la face. Donc, on peut protéger le visage avec des hydrocolloïdes aux différents appuis, l'arête du nez, les petites pommettes ou le menton. Ça va éviter voilà, d'avoir ces douleurs au niveau du visage. Si vous avez plusieurs séances, on peut essayer de faire des soins de bouche entre chaque séance juste avant et avec autorisation du médecin, on peut proposer une petite gorgée d'eau, si c'est autorisé bien sûr, pour éviter d'avoir cette bouche sèche avant de démarrer une séance. Pour l'infirmière, il est également important de connaître le matériel pour que la séance se passe bien, connaître les différents types de masques que vous avez dans votre service, qui doit s'adapter bien sûr à la morphologie de votre patient. Donc, vous avez normalement différentes tailles. Vous avez voilà, les tuyaux du respirateur, le filtre et également du coup l'interface de votre respirateur qu'il faut absolument connaître, ne pas attendre d'être dans une situation d'urgence pour se rendre compte qu'on n'arrive pas à aller chercher dans les menus les alarmes, tout ce que vous devez avoir d'affiché pour surveiller votre patient. Donc ça, c'est important de connaître votre respirateur avant d'être dans des situations comme celle-ci. Et je rejoindrai du coup ce que vous disiez, Mélissa, dans son topo, bien connaître bien sûr les signes de la détresse respiratoire. C'est essentiel pour pouvoir surveiller par la suite votre malade une fois qu'il est mis sous VNI, tout en n'oubliant pas de régler vos alarmes, puisque c'est aussi la base de votre surveillance. Elle va vous aider justement à surveiller votre malade, s'assurer qu'il prend un minimum de volume, qu'il ne soit pas trop rapide, que sa fréquence respi ne soit pas au-dessus de 35 par minute, qu'il n'y ait pas de problème de fuite. Alors, généralement, les problèmes de fuite, on les remarque assez vite parce que vous avez au son, voilà, on va les entendre et puis vous allez avoir le pourcentage de fuite qui va s'afficher également sur votre respirateur. Donc, vous allez rechercher voilà, l'origine de la fuite. Est-ce que c'est le patient qui a bougé un petit peu votre masque? Est-ce que c'est le patient qui a un petit peu de barbe? Dans ce cas-là, il va falloir peut-être penser malheureusement à raser un peu la barbe pour que ça puisse mieux adhérer au visage. Et puis, voilà, le régler avec les sangles. Ce qui est important à dire également, c'est que le patient, si vous voulez aussi coopère à cette séance, c'est bien aussi de lui dire qu'il peut enlever le masque à tout moment si vraiment il a une envie de vomir ou qu'il ne se sent pas bien. C'est que dans des cas exceptionnels, mais qui connaissent la technique pour enlever rapidement le masque. Et du coup, il va peut-être être plus rassuré de savoir, voilà, je peux garder le masque. Si j'ai un souci, je sais l'enlever et je l'enlèverai vraiment que si vraiment il y a besoin. Et puis, bien sûr, pour continuer à surveiller votre malade, vous allez devoir aussi le surveiller au niveau biologique grâce au prélèvement des gaz du sang artériel que le médecin va vous prescrire du coup dans la demi-heure, dans l'heure qui suit la première séance. Et puis, voilà, en fonction de la situation. Diaporama suivante, s'il vous plaît. Et donc, du coup, pour s'assurer que la séance a été efficace, une fois que vous avez mis toutes les bonnes conditions, vous avez réuni toutes les bonnes conditions pour qu'elle se passe bien, voilà, ce qui est pas très facile au départ, c'est de s'assurer, voilà, à quel moment je dois prévenir le médecin. Donc, c'est bien de se donner des objectifs avec lui au départ, quand on démarre la séance, de dire, voilà, à quel moment tu veux que je t'appelle? Moi, je vais surveiller, voilà, tel et tel signe. Est-ce qu'on se donne des objectifs de saturation, de résultats de gaz? Et comme ça, on n'a pas du tout de doute dès l'instant où voilà, on pense qu'il faut appeler, c'est qu'il faut vraiment appeler à ce moment-là. Ne pas attendre l'épuisement respiratoire, attention, ou des troubles neurologiques qui surviennent. On sait très bien que voilà, il ne faut pas, comme vous l'expliquez du coup, Christian, docteur Laplace, à l'instant, il ne faut pas retarder l'intubation. Donc, on a un rôle primordial dans la surveillance du patient sous VNI
on doit vraiment s'assurer que le patient ne se dégrade pas. Normalement, une séance qui, avec toutes les conditions réunies, dans la première demi-heure, on commence à avoir des signes d'amélioration qui vont être assez francs. Et si ce n'est pas le cas, le patient se dégrade. Donc là, effectivement, peut-être que la VNI n'est plus du tout pour le patient. Il faut peut-être passer à autre chose, donc à l'intubation. Donc, c'est important de repérer tous les signes cliniques que vous avez évoqués, Mélissa, et bien savoir réunir toutes les conditions pour que ça se passe, bien. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup aux deux intervenants. Désolé, Constance, je ne t'ai pas présenté tout de suite. Je pensais qu'on allait faire une petite pause entre Christian et toi, mais vous vous êtes auto-présenté. C'est très intéressant. On va presque dire que la boucle est bouclée parce que, bon, bien sûr, il y a d'autres thérapeutiques. On ne parle pas de l'intubation, on ne parle pas de la ventilation mécanique, voire plus. Mais tu fais bien le lien avec la présentation initiale de Mélissa. Et en effet, ce qui va définir un peu la thérapeutique qu'a évoqué Rafik, qu'a évoqué bien sûr toi et Christian sur la suite, elle est dépendante bien sûr à chaque fois des signes cliniques qu'on va observer, qu'on va surveiller de manière très attentive. Alors la VNI, c'est très classique. Mais néanmoins, tu le dis bien, les soignants en ont parfois un petit peu peur à mettre en place. Tout ça est parfois un petit peu compliqué. C'est le classique, c'est bien sûr devenu un petit peu plus à la mode. Je rentrerai pas dans des considérations de doit-on les intuber ou pas, on les met sous VNI parce qu'on veut pas les intuber. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça demande beaucoup de rigueur, il faut être vraiment technique dans l'application. Il faut bien choisir ses patients pour le faire, savoir renoncer quand il faut, pas en tout cas à continuer coûte que coûte. Merci beaucoup. Donc la boucle est bouclée. On va, j'espère, revenir aussi sur les points que Mathieu a évoqués, puisque c'est des techniques adjuvantes, mais qui finalement ont une part essentielle hors des traitements classiques comme les ont évoqués Rafik. Voilà, avec cette petite nouveauté qui était sur l'oxygénothérapie à haut débit qu'on découvre un petit peu. Enfin, tout le monde le découvre pas, mais en tout cas, c'est un peu plus au bout du jour. On va passer aux questions. Elles sont arrivées à peu près dans l'ordre des présentations. Après, chacun est libre, bien sûr, d'y répondre. La première question, c'est une question de Benoît Douminc, qui demande s'il existe des signes avant-coureurs d'aggravation. Autrement dit, est-ce qu'on peut prédire un petit peu la survenue d'une détresse respiratoire, d'une insuffisance respiratoire aiguë, peut-être pour Mélissa, puisque ça te concerne davantage. Alors, écoute, des signes avant-coureurs d'aggravation, en fait, pour moi, je pense que ça va vraiment dépendre de l'étiologie, en fait, de pourquoi le patient il est en insuffisance respiratoire aiguë. Ça va vraiment être spécifique. Si quelqu'un d'autre peut en dire plus sur la question. Alors peut-être qu'on peut, mais tu as déjà commencé à effleurer la question, c'est-à-dire qu'en effet, on sait que si on a des insuffisances respiratoires chroniques, insuffisance respiratoire aiguë chez ces patients-là, on sait que leur réserve elle est faible, voilà, on sait que c'est compliqué. Ou des gens probablement, mais après je laisse parler les spécialistes, mais des gens qu'on sait un petit peu en bout de course à avoir lutté beaucoup, on sait que en tout cas pour certains, quand les signes que tu as évoqués, Mélissa, les signes de lutte respiratoire, quand ceux-là disparaissent, on sait que clairement on est proche de complications aiguës, mais je vais laisser répondre peut-être Rafik ou Christian. Alors, oui, effectivement, moi je voulais, c'est Mélissa, intervenir. Est-ce qu'il y a des scores avant-coureurs? J'ai regardé la littérature, je ne crois pas. En tout cas, il y a une chose qui est très importante, notamment dans la Covid-19. Et comme je le disais, les patients sont instables. On a vu des patients à la première vague, et on nous a dit que la deuxième vague serait soi-disant moins violente. On a vu des patients avoir de l'oxygénothérapie à haut débit, avoir, comme il est fait maintenant, la corticothérapie, puisqu'on dit que on initie la corticothérapie et l'oxygénothérapie chez ces patients, ceux qui sont très graves. Bon, en tout cas, on a vu des patients s'aggraver très, très rapidement.
C'est-à-dire qu'en 1 heure de temps, les patients étaient stables et ils sont devenus très instables. Donc après, moi je pense qu'effectivement, il faut se méfier, comme je disais, de cette oxygénothérapie qu'on donne et pour laquelle on a une croyance un peu biblique en pensant qu'elle va régler tous les problèmes. Je pense que l'avenir, c'est vraiment de garder une rigueur sur la clinique, bien sûr, ça c'est clair, et puis surtout la saturation. On donne de l'oxygène à débit constant, alors qu'on a un patient qui est par définition instable, dont la saturation peut changer. Mais bon, je ne vais pas empiéter sur des travaux, notamment de François Lelouch au Québec et de Erwan Lear à Brest, qui travaillent quand même sur un nouveau modèle, c'est-à-dire l'oxygénothérapie titrée à la saturation. Alors, il y avait une question, finalement, Benoît avait une question un peu plus précise. Est-ce qu'il existe véritablement des scores, finalement? Est-ce qu'on peut, alors, on sait que la Covid a donné des flambées brutales et voilà, chez des patients, en plus, qui n'avaient pas d'insuffisance respiratoire forcément initialement et qui ont en effet flambé très rapidement. Mais d'une manière plus générale, peut-être, Christian, tu as peut-être… Pardon, juste, la seule chose que j'ai présentée, je laisse Christian parler bien sûr, parce que j'étais un peu rapide à cause de cette coupure, probablement en présentant les diapos. Il y avait la diapo qui était intéressante sur justement les patients qui étaient en pneumologie et ailleurs. L'objectif principal, c'est quand même d'avoir une fréquence respiratoire inférieure à 30 avec le minimum d'oxygène. Je pense que ça, c'était bien ficelé par la Société de pneumologie. Je laisse Christian, bien sûr. Merci. Oui, j'ai vu la question de Benoît défiler tout à l'heure. Moi, comme Rafik, je ne connais pas de score qui puisse anticiper l'aggravation ou en tout cas prédire l'aggravation du patient. Après, pour le Covid, on avait plus que des scores que personne a. On avait des algorithmes de prise en charge avec une gradation un petit peu de l'intensité thérapeutique entre l'oxygène nasal, l'oxygène au masque à réserve, l'oxygénothérapie à haut débit, et après les techniques d'assistance respiratoire. Mais j'ai pas connaissance de score qui est plus, même en dehors du Covid, puisqu'on parle beaucoup de ça en ce moment, mais l'insuffisance respiratoire, c'est tous les jours, tout le temps, depuis des années, de scores qui prédisent, en particulier aux urgences, comme disait Benoît, la potentielle aggravation secondaire du patient dans les conditions dans lesquelles on l'a mis. Je crois qu'encore une fois, ce qui est important, c'est de surveiller son malade et de voir l'efficacité de la thérapeutique qu'on a mise en place. On va décider de mettre un patient avec un masque à réserve, ça marche, on peut diminuer l'oxygénation, on surveille la saturation, comme dit Rafik, et si le patient a moins besoin d'oxygène, il faut baisser l'oxygène. Si le masque à réserve ne marche pas, on passe à autre chose. On est quelque part à suivre ou l'amélioration du patient ou sa non-amélioration. Et quelque part, on est spectateur des thérapeutiques qu'on met en place. Et c'est le principe de la réanimation tous les jours, c'est d'adapter l'intensité thérapeutique à la gravité du patient à l'instant T, en sachant que l'intensité des thérapeutiques de réanimation est là parce que le patient est extrêmement variable, ou vers l'aggravation, ou vers l'amélioration quand même, relativement souvent. Il faut savoir intensifier le traitement ou l'alléger, mais le prédire, je ne pense pas qu'il y ait dans la littérature sur ce qu'on connaît de possibilité de prédire l'aggravation. Très bien, merci. Alors, une autre question, de nouveau de Benoît. Comment monitore-t-on, c'est un peu du franglais, mais comment peut-on monitorer des patients qui sont sous Optiflow et ceux aux urgences, c'est-à-dire dans un secteur qui n'est pas forcément complètement adapté à cette thérapeutique? L'Optiflow, c'était donc toi plutôt, Rafik, si tu peux apporter une réponse à Benoît. L'Optiflow, quand on met un patient sous Optiflow, par définition, c'est le patient le plus grave. C'est-à-dire que je parle bien pas des BPCO ni autres, je parle des patients en détresse respiratoire, puisque la Covid-19, comme je disais, a popularisé l'Optiflow. C'est vrai que c'est un confort pour le patient. On a des canules et le patient peut s'asseoir, comme disait Mathieu, on peut faire du décubitus ventral vigile avec l'Optiflow.
c'est la fréquence respiratoire, l'état clinique et la saturation. Et je rappelle encore une fois, comme disait Austin, que un patient bien monitoré en termes de saturation, c'est-à-dire qu'il reste dans les clous, par exemple pour le BPC en 88 et 92%, et les patients, comme je disais, la Covid, il vaut mieux qu'ils soient au-dessus de 93%. Après, comme disait Mathieu, quand les patients, on sait très bien que quand les patients, la mise au fauteuil du patient peut le faire désaturer, les patients qui mangent peuvent désaturer. Donc c'est par définition des patients qui sont très fragiles et pour lesquels une attention particulière, et je pense que la clinique et surtout la saturation doit être, comme je disais dans la diapo, c'est-à-dire que vraiment, et comme disait aussi Christian, ne pas rater l'heure ou la minute d'intubation. Et c'est celle-là qui est très importante parce que très souvent, on a vu des catastrophes avec la Covid. Comme disait aussi Christian, que les études ont montré que les patients qui étaient restés trop longtemps sous VNI, voire sous Optiflow, sous prétexte qu'on leur passait un cap, et ce dogme de dire que si on les ventile, ça va être très long, ils vont faire de la neuropathie de réanimation, oui, tout ça, effectivement. Mais rien ne doit enlever de la tête l'idée que le risque chez ces patients d'intubation est très élevé et que le monitoring est très important et qu'il ne faut surtout pas rater le moment. Donc moi, pour Benoît, je lui dirais que c'est surtout la fréquence respiratoire et la saturation. Et puis surtout, on ne met pas ce type de patients dans un endroit et ils doivent être scopés. En pneumologie, pendant la première vague, on a exigé à ce que tous les patients soient scopés parce qu'il y a eu des catastrophes. Et si je peux rebondir là-dessus, je suis assez d'accord avec Rafik. Pour ce qui est du cas de Bicêtre, en tout cas l'hôpital où je travaille, pour la période Covid, l'Optiflow nécessitait un patient qui était en soins intensifs. La limite qui avait été fixée en salle, c'était l'oxygène au débit, l'oxygène au masque à réserve à 15 litres minute. Au-delà du masque à réserve à 15 litres minute, si on mettait en place un Optiflow, c'était en soins intensifs monitorés. Alors bon, après, on peut avoir des modes dégradés et les choix peuvent être différents en fonction des hôpitaux. Mais comme dit Rafik, un patient sous oxygène au débit, c'est un patient qui est monitoré. On ne fait pas ça dans une chambre d'un patient qui n'a pas de monitorage ou de surveillance continue. Très bien, merci. Une question pour Mathieu cette fois, c'est en phase très précoce. Ils ont eu un problème d'adaptation respiratoire, ils ont une réserve faible évidemment, et donc la question, ne risque-t-il pas de s'aggraver sur ces efforts qu'on leur demande? Alors j'imagine on leur demande des efforts dédiés, adaptés à leurs problèmes du moment. Les changements de position, on dit oui, donc c'est Perrine qui demande ça. Mathieu? Oui, j'ai vu passer la question et c'est une bonne question. Il n'y a pas encore une fois, c'est toujours difficile de donner des chiffres et compagnie parce que c'est toujours la balance bénéfice-risque finalement. Ces patients très précoces, on sait qu'ils vont s'aggraver, atteindre une phase de plateau où soit ils vont partir vers le côté qui vont être intubés et va partir en SDRA sévère, ou alors ça va entre guillemets passer le cap. Et du coup, c'est la balance bénéfice-risque, savoir si on peut essayer de les bouger pour les améliorer un petit peu et pour éventuellement aider à passer le cap sans pour autant faire n'importe quoi et absolument forcer la marche. Donc hier, par exemple, j'étais en réunion pour écrire les recommandations de kiné par rapport à ça avec la SKR et on n'a pas chiffré. On n'a pas dit il faut faire tant avec un patient, il faut surveiller telle saturation de compagnie parce qu'on ne peut pas chiffrer. Il faut vraiment se fier à la clinique. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire des petits tests avec le patient, savoir comment est-ce qu'il tolère le nurse avec l'infirmière, est-ce qu'il arrive à aller aux toilettes, est-ce qu'il arrive à manger, et finalement voir petit à petit comment le patient récupère, comment est-ce qu'il subit ces petits efforts, est-ce qu'il désature, est-ce que ça lui fait du bien. Et donc, est-ce que la question, c'est très précoce, avant J7, c'est possible de le faire bouger, de le faire marcher malgré tout, mais voilà, c'est vraiment suivant, est-ce qu'il va le tolérer, est-ce qu'il va pas l'aggraver finalement. Merci Mathieu. Alors une autre question pour toi d'un urgentiste. Pour un patient qui est Covid hypoxémique, mais a priori sans critère de réa immédiat, la question est, conseilles-tu d'installer le patient au fauteuil le temps de la prise en charge au service d'urgence? Donc un patient hypoxémique qui
qui n'aurait pas immédiatement des critères de réa, enfin de passage en réa, est-ce qu'on peut le mettre, est-ce qu'il faut le mettre au fauteuil? Est-ce que ça pourrait être une recommandation au service d'urgence, hein, donc dans un contexte parfois un peu compliqué? Alors justement, je ne vais pas utiliser le terme de il faut et recommandation. Si le patient, c'est toujours pareil, si le patient le tolère, je pense à titre personnel que ça peut être bénéfique pour lui parce que suivant son atteinte, ça peut l'aider à recruter un peu du parenchyme pulmonaire, notamment si c'est un patient qui est un petit peu obèse ou déjà un peu gêné pour respirer. Après, comme disent Rafik et Christian, ce genre de patients sont des patients extrêmement précaires et on ne fait pas n'importe quoi avec eux et notamment les mettre au fauteuil et les laisser dans un coin en se disant bah ça va aller améliorer, on ne surveille pas. C'est vraiment les patients, on leur met le petit flot, donc on va les surveiller de manière très intensive. Et si on les met au fauteuil, c'est pareil, on va voir un petit peu comment ça se passe au début et surtout on va pas jouer avec le feu. Dès qu'on voit que soit le patient commence à fatiguer, commence à augmenter sa fréquence respiratoire ou désaturer, je pense qu'il faut pas forcer la chose. Il faut vraiment s'adapter au cas par cas. Après, c'est effectivement une possibilité thérapeutique qu'on peut offrir aux patients pour voir si ça l'améliore. Peut-être un peu compliqué dans le service d'urgence. Christian, tu voulais dire quelque chose? Ça, ouais. Oui, pour aller dans ce sens-là, je crois qu'il ne faut pas confondre le patient qui a été vu, qui est cadré, qui est hospitalisé, qui est surveillé, chez qui on va mettre en place tous les petits moyens qui vont permettre de l'optimiser, et le patient qui vient d'arriver, où on est en train d'essayer de prendre en charge ce qui lui arrive, qui est en train d'attendre qu'on lui trouve l'endroit où on va l'hospitaliser, on sait que dans les services d'urgence, c'est souvent compliqué, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de patients, les gens vont être un petit peu moins attentifs parce qu'il y a une charge de travail qui est importante. Et je pense que je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit le plus adapté pour essayer de mettre en place les petits moyens. C'est-à-dire qu'on essaie de faire bien. C'est aussi un endroit où les patients ne sont pas encore complètement cadrés, souvent, que l'aggravation brutale n'est pas forcément impossible, et qu'après, retrouver un patient en arrêt respiratoire assis au fauteuil, au milieu d'une salle d'attente, ce n'est pas forcément simple non plus. Donc, je crois qu'il vaut mieux lui trouver un endroit, une hospitalisation s'il doit être hospitalisé, où il arrive, il est bilanté, il est installé. Et après, on met en place, avec les infirmières, avec les kinés, avec tout le monde, tous les moyens qui vont permettre de l'optimiser, mais on aura déjà réglé les gros problèmes initiaux. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut vraiment garder les fondamentaux et les choses qui sont de la sécurité avant d'essayer de faire mieux. Hein. Le primum non nocere et le mieux est l'ennemi du bien, donc il ne faut pas oublier ce qui est important en premier et finir après en plus. Très bien, merci. Alors, une petite question technique peut-être pour Constance. On nous demande le système de Boussignac, Monsieur Boussignac qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, le système Venturi utilisé par nos collègues italiens. Qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la place de ce système dit de ventilation non invasive? Enfin, je ne sais pas si on peut l'inclure strictement dans. Est-ce que c'est de la CPAP, c'est de la VNI? Enfin, je rentre pas dans le détail, mais en tout cas, quelle est la place de ces systèmes-là? Alors, ça va être très simple pour moi. Me concernant, je n'en ai jamais vu dans ma réanimation. Et pour mes collègues qui travaillent dans d'autres réanimations, c'est des choses qu'on ne voit plus. Enfin, voilà, je parle pour les réanimations que je connais, mais je ne sais pas si mes collègues ont peut-être l'envie de répondre ou si eux, dans leur service… Les plus anciens, peut-être, alors, c'est ça que tu veux suggérer, Constance? Voilà. Mais non, nous, on utilise que la VNI. Et pas vraiment de place pour cette CPAP. Bah, nous, on l'utilise un peu. Sur des patients en post-opératoire, ça peut être extrêmement intéressant quand on a besoin, après de la chirurgie abdominale, par exemple, d'un recrutement alvéolaire, justement, ça va être pareil dans ces petits moyens de mettre de la pression positive expiratoire et uniquement une CPAP chez un patient qui n'est pas défaillant, qui n'a pas besoin d'aide inspiratoire, et qui a besoin surtout qu'on lui garde un peu de pression dans ses alvéoles pour les garder ouvertes. Et après, il se débrouille pas si mal avec un petit peu d'oxygène. Donc, c'est des techniques qui sont assez simples à mettre en place parce qu'il n'y a pas de machine. Alors, il y a le problème de l'interface, hein, s'il faut avoir un masque aussi adapté. On retrouve un petit peu les problématiques de la VNI. Mais après, c'est quelque chose de beaucoup plus simple qui ne nécessite pas d'interaction entre une machine et le patient. C'est un petit dispositif d'abord qui ne coûte pas cher, qui est assez simple à mettre en place, qui est en général assez bien toléré par le patient. Alors après, ça ne remplace pas une VNI, ça ne remplace pas une oxygénation au débit, ça fait de la CPAP. C'est-à-dire qu'un patient qui a besoin qu'on lui maintienne un peu de recrutement alvéolaire, c'est souvent des patients qui ont perdu un peu de CRF au moment de l'induction anesthésique et au cours de l'anesthésie.
souvent sur de la chirurgie abdominale ou sur un décubitus prolongé. Et donc, c'est des indications très particulières. Je crois que ce n'est pas la meilleure place sur l'insuffisance respiratoire hypoxémique. Hein. Clairement, on n'est pas sur ces thérapeutiques. Très bien. Si tu as expérience de ça, mais tu as des choses. Merci, Christian. Nous, en tout cas, en pré-hospitalier, c'était des choses qu'on a utilisées. Voilà, on utilise beaucoup moins, mais ça consomme beaucoup trop d'oxygène, donc ça va pas. Ça a été utilisé pour l'OAP. Ouais, pour l'OAP. Pour l'OAP, et pour la Covid, tout à fait. Pour l'insuffisance cardiaque. Mais c'est pas recommandé dans les recommandations de la SRLF. C'est considéré comme du dégradé, entre guillemets. Voilà, ça peut faire partie de l'algorithme de décision, mais c'est considéré comme de la procédure dégradée. Exactement. Une question sur le temps de décubitus ventral possible, l'alternance sans doute entre les deux. Qu'est-ce qu'il est recommandé, Mathieu, pour le DV, vigile ou pas d'ailleurs, parce que je ne sais pas si ça change beaucoup les choses. Pour le patient en SDRA sévère intubé, les recommandations c'est 16 heures à peu près. Ça peut varier selon les études, mais la grande étude de Guérin, c'était de 16 heures. Après, pour le DV vigile, il n'y a vraiment pas de recommandation. Ça va vraiment dépendre de la tolérance du patient. Je sais qu'à Marseille, j'ai des collègues qui arrivent à faire avec une patiente 12 heures de DV consécutif. Nous, on part plutôt sur des séances de 2, 3, 4 heures, suivant que le patient le tolère. Oui, puisque c'est ce que tu disais dans ta présentation, c'était finalement très dépendant du patient, puisque là, il avait un peu le choix. Contrairement au DV où il est intubé, où il n'a pas vraiment le choix, où c'est nous qui tentons d'optimiser son DV. Là, il a le choix et quand il en a marre, il peut presque se retourner quand il a envie. D'accord, très bien. Ok, merci. Une autre question. Peut-on utiliser la VNI pour préoxygéner avant une intubation? Alors, la question, à qui la récupère à la volée? Alors, actuellement, moi, je parle plutôt de l'Optiflow. Hein, on est en train de. Alors, il n'y a pas de supériorité, hein, donc je laisse après Christian parler. En tout cas, dans les recommandations, enfin, dans ce qu'on fait, la préoxygénation est très importante. Donc, on peut utiliser le Bavu, la VNI pour certains, l'Optiflow, mais je crois qu'actuellement, il n'y a pas de technique qui a montré une supériorité. En tout cas, moi, je préfère actuellement les patients en détresse respiratoire très hypoxique. Comme je disais que l'hypoxémie, au moment de l'intubation, est greffée de morbimortalité. La première vague, on avait dit qu'il ne fallait pas mettre de VNI ni d'Optiflow parce que ça aérosolise le virus. Maintenant, on se protège mieux. Mais j'avoue que c'est plus confortable d'intuber quelqu'un alors que l'oxygène est en train de débiter. Voilà. Mais les études actuellement ne montrent pas de supériorité de ces techniques. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christian. Il y a l'intérêt de la VNI en préoxygénation pour l'induction anesthésique, c'est démontré en chirurgie à froid chez l'obèse. Une préoxygénation en ventilation non invasive avec une PEP et en position proclive, c'est recommandé pour l'intubation à froid en chirurgie, avant une chirurgie au bloc opératoire. Maintenant, en urgence, ça veut dire quand le patient est sous VNI et qu'on est au mieux de ce qu'on peut faire avec la VNI, mais qu'on va être obligé de l'intuber, on va la laisser en 100% jusqu'au dernier moment. Si le patient est sous oxygène à haut débit et qu'il est en oxygène haut débit et on ne va pas aller installer une VNI pour le préoxygéner, on le laisse avec son Optiflow. Et l'intérêt, comme dit Rafik, c'est qu'on peut l'intuber avec l'Optiflow en place, en le laissant en place, qui permet un lavage de l'espace mort, une ventilation un peu apnéique avec les battements cardiaques qui permet quand même une petite diffusion de l'oxygène et qui va permettre de maintenir une oxygénation pendant la période d'apnée. Et après, mettre de la VNI systématiquement pour tout patient avant l'intubation, il n'y a pas d'intérêt à prendre cette technique-là. Il y a des patients qui, une fois préoxygénés avec un Mapleson en FiO 200% de manière étanche avec un masque facial, vont avoir une préoxygénation qui va être correcte et suffisante. Donc si le patient est sous VNI, on la laisse jusqu'au dernier moment. S'il est en Optiflow, on laisse l'Optiflow. À froid, en anesthésie, on fait de la VNI, mais dans une condition très particulière, c'est au bloc opératoire en chirurgie froide.
Voilà, je crois que c'est un petit peu, il n'y a pas de technique miracle pour tout le monde. Il faut garder la meilleure technique au meilleur moment avec chaque situation est La différente. petite note que je rajoute, c'est les patients obèses. Quand on les met un petit peu à 30 degrés, effectivement, probablement, la VNI améliore la CRF parce que par définition, dès qu'on endort ces patients, la CRF baisse et l'intubation peut être difficile. Il faut qu'il améliore la course diaphragmatique et améliore la ventilation. Très bien, merci. Alors, une question un peu technique. Peut-on mettre une VNI chez un patient ayant un traumatisme thoracique avec une PEP contrôlée? Alors ça, je vais y répondre parce que j'ai participé aux recommandations formalisées d'experts de l'ASFAR sur le traumatisme thoracique. Donc c'est oui, à condition d'abord que le patient ait eu son bilan. S'il a un pneumothorax, qu'il ait été drainé, qu'il soit en réanimation ou en soins intensifs et qu'il soit monitoré et qu'il soit correctement analgésié. Et à ce moment-là, on peut mettre en place une ventilation non invasive et c'est indiqué de lui mettre une ventilation non invasive et de l'assister. Ça améliorera sur la comption pulmonaire et sur la mécanique ventilatoire, d'autant plus qu'ils ont des fractures de côte importantes, une mécanique qui va être altérée, ils vont restreindre leur ventilation minute et leur volume courant. Donc oui, mais jamais en préhospitalier, toujours à l'hôpital, monitoré, après le bilan, après drainage du pneumothorax. C'est dans les recommandations formalisées d'experts d'il y a 2 ans sur le traumatisme thoracique par SFMI. On avait la réponse de l'expert, on l'avait à notre table. Parfait. Comment un patient sous Optiflow gère-t-il son alimentation en soins intensifs? Mélissa, peut-être? Alors, en général, les patients, en fait, quand ils sont sous Optiflow, ils sont à jeun, en tout cas là où je travaille, dans ma réanimation. C'est très rare les patients sous Optiflow qui mangent, ou alors ça va être vraiment léger, un petit peu d'eau, un petit yaourt, maximum une compote, mais ça va être pas plus, justement en fait parce que ces patients sont à risque d'intubation et s'ils commencent à prendre des repas normaux, en fait le problème c'est il y a un trop grand risque d'inhalation au moment où le médecin va l'intuber. Donc c'est vraiment des petites quantités. Si le patient, si le médecin autorise. Oui. Si je peux permettre, Mélissa, comme je réponds à Guillaume, l'intérêt aussi de l'Optiflow, c'est que la bouche soit fermée et que c'est par ce biais-là qu'on a une PEP et qu'on a un recrutement. Parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est monitorer l'oxygène, c'est ramener un débit suffisant et créer une PEP environ à 5 cm. Et donc, et on voit tout de suite que c'est vraiment bouche fermée que les patients, que le recrutement alvéolaire s'améliore, que la compliance s'améliore, que la fréquence respiratoire s'améliore. Donc, alimenter, effectivement, comme dit Mélissa, peut-être des petites choses parce que c'est quand même confortable. Après, dans une phase d'amélioration, il y a des patients qui sont sous Optiflow et qui ne sont pas, je ne parle pas de la phase aiguë, et là, effectivement, comme dit Mathieu, ils sont très bien au fauteuil, donc ils recrutent mieux et on peut les alimenter. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus confortable pour eux. Donc, c'est ça l'intérêt de l'Optiflow. Mais dans la phase aiguë, je pense que si on veut avoir un bénéfice important de la PEP, c'est plutôt la bouche fermée. D'autant que dans la mesure où ils en sont à l'Optiflow, ils ne doivent pas être bien brillants et ça doit être un peu compliqué probablement de tenter une alimentation. On a une question aussi technique. Quelle durée de VNI maximale est-elle acceptable? Constance ou Christian? Constance, tu as une idée? Alors, la durée de VNI maximale. C'est compliqué comme question, en effet. Non, mais je pense que je vais d'abord commencer à répondre et puis je me ferai aider par les experts. Parce qu'il y a tout type de situations que j'ai pu rencontrer dans ma réanimation. Ce qui est important, de toute façon, quand le patient est sous VNI, c'est sa tolérance et son efficacité. Donc, je reviens un petit peu à ce que je disais dans mon diapo. Dès l'instant, il y a les conditions qui sont réunies pour que la situation se passe bien. Moi, j'ai déjà eu des patients qui m'ont réclamé leur séance de VNI parce qu'ils ont vu l'effet rapide sur leur détresse respiratoire et du coup, ils nous demandent à partir de quelle heure ils peuvent avoir leur prochaine séance. Donc, après, je pense que c'est en fonction de chaque patient, de chaque situation et de leur tolérance à la VNI et de leur coopération.
Et puis après, tant que le patient s'améliore sous VNI, je ne sais pas si après Christian, Rafik ou même Mathieu, si vous avez des choses à rajouter là-dessus. Est-ce que le patient garde la VNI parce qu'il est bien et ça l'améliore cliniquement et par exemple c'est pour un sevrage ventilatoire et ça peut l'aider par exemple de faire toute une nuit sous VNI pendant 12 heures, ou est-ce qu'il est, comme on dit, accroché à sa VNI, ce qui fait que dès qu'on l'enlève, il va désaturer, dégrader, et là c'est peut-être que le moment est déjà un peu trop tard et trop tard sur la VNI, quoi. Déjà peut-être envisager avec des signes neurologiques qui pourraient s'accompagner, comme un état comateux, un patient moins. Ou juste il désature dès que vous retirez la VNI, quoi. Très bien. Alors, c'est une question pour moi, là, mais je vais me faire aider des 5 experts. Si on me demande s'il y a des expériences publiées d'oxygénothérapie à haut débit en préhospitalier. Alors, pour ma part, expérience très modeste, mais on a fait des transports secondaires de patients sous oxygénothérapie à haut débit, ce qui a posé beaucoup de problèmes finalement parce qu'on ne savait pas très bien en termes de risque pris avec ces 60 litres minutes dans une cellule extrêmement restreinte. Est-ce que c'était bien ou pas bien? Un patient Covid, évidemment, hein, vous aviez compris. Alors, on l'a fait en transportant le matériel de la réanimation, en sachant qu'il faut absolument que ces patients que le petit flot en l'occurrence soit branché en permanence, parce que au bout de quelques instants, 5-10 minutes, c'est insupportable pour les patients. On était à peine sortis de la réanimation que déjà ils se plaignaient, que ça lui brûlait les voies aériennes. Donc je pense que c'est un peu compliqué aujourd'hui quant à le faire en situation d'intervention primaire, c'est-à-dire auprès du patient avec du matériel. Je pense que c'est très compliqué. On reste assez basique, bien sûr. Alors on a la VNI évidemment, hein. Et puis après on a l'intubation et l'eau débit, c'est compliqué. Mais en tout cas, on se dote maintenant de systèmes d'oxygénothérapie à haut débit. Donc oui, probablement pour les transferts secondaires, mais pas en intervention primaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, que c'est licite d'utiliser ça hors de l'hôpital. Je te rejoins, Guillaume, là-dessus, parce que nous, effectivement, pour les transferts, quand on part au scanner ou quand on amène un patient dans un autre service, on ne les transporte jamais sous Optiflow. On va soit passer par la VNI, ou si vraiment il était en train de s'améliorer, on pensait même sevrer l'Optiflow, proposer le masque à haute concentration, parce qu'effectivement, dès l'instant où il ne s'est plus humidifié, ça leur brûle, le taux d'oxygène est tellement fort que mais tout de suite, même quand on a les poches d'humidification, le PPI qui s'arrête ou qui se vide, tout de suite le patient sonne et réclame en disant il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ça brûle. Donc effectivement, on ne choisirait pas cette méthode lors de transport, en tout cas pour nous, la réanimation. Ouais. Peut-être une des dernières questions. Alors, il y en a eu d'autres, hein, évidemment, on n'a pas pu répondre à tout, mais donc c'est une question très, somme toute, très pratique. On est dans une chambre d'hospitalisation avec un malade qui finalement a une cyanose et puis c'est une saturation à 60%, et on me demande que fait-on devant un patient présentant un début de cyanose et se trouvant dans une chambre d'hospitalisation dans ces conditions. Alors, vous allez me dire, on appelle le réanimateur, on appelle le médecin. Qu'est-ce qu'on fait d'emblée? Alors déjà, c'est l'hypoxie qui tue. Hein. Ce qui prime, c'est l'hypoxie. Donc, je crois qu'il y a un truc qui est très important, c'est que, comme je disais, c'est le BPCO fait peur, et donc on a tous dit, il ne faut pas augmenter l'oxygène, mais il faut savoir que c'est quand même l'hypoxie qui tue. Donc, première chose, effectivement, c'est, comme disait Mélissa dans sa présentation, c'est d'alerter, mais quand même de donner de l'oxygène aux patients. Parce que si on ne donne pas de l'oxygène, à 60% de saturation, le risque de mortalité commence à augmenter. Donc, je pense que c'est ça la première chose. Et justement, tu fais bien d'en parler, Guillaume, parce que le problème de tout ce qu'on a présenté, la plupart, on a une expertise, et toi aussi, dans soit le préhospitalier ou la réanimation. Mais le plus grand problème, c'est les patients qui sont dans les étages, comme on dit. C'est-à-dire à qui on a mis sous oxygène, on n'a pas vérifié, on les a mis dans un coin en disant que ça va. Et puis à 2-3 heures du matin, on appelle soit le réanimateur ou l'urgentiste dans des situations un peu catastrophiques. Et donc effectivement, à partir du moment où on a mis de l'oxygène chez un patient, il faut d'abord vérifier est-ce que l'oxygène est efficace. Et le non invasif, ça reste la saturation. Après, on peut faire des gaz du sang.
mais c'est d'abord monitorer l'oxygène. Comme je le disais dans la présentation, c'est quand même un médicament qui est prescrit. Et souvent, le monitoring, hélas, se fait dans des conditions difficiles pour une infirmière dans les étages toute seule, et avec une charge de travail très importante. Et c'est à ce moment-là que les situations graves arrivent. Et voilà. Et donc, il faut peut-être former, plutôt que former toutes les équipes sur l'optiflow, sur l'oxygène, sur les comment dirais-je, les recommandations, et sur bien sûr la VNI, et ne pas dire aux gens, parce que très souvent ce qui se passe avec la première vague, on a vu des gens prendre l'optiflow dans les étages, mais ne pas savoir l'utiliser, sous prétexte en oxygène et ça va très bien. Donc mettre de l'oxygène, ça ne veut pas dire safe, comme je disais, ça veut dire surtout surveiller et former les gens. Rafik, merci. Mélissa, tu es d'accord, j'imagine, avec ce début. Pardon, excuse-moi, Christian. Mélissa, c'est un peu ça. Alors, il est déjà monitoré s'il a 60% de SAT? Non, enfin, 60% de SAT, premier, le masque de concentration au minimum. Et puis, après, vous allez alerter directement le médecin, même vos collègues. Vous criez à travers le couloir, appelez le médecin. Mais vous commencez déjà par mettre l'oxygène et ensuite vous… Ça me paraît sage. Christian? Je vais juste enfoncer le clou après Rafik et Mélissa, mais comme dit Rafik, c'est l'hypoxie qui tue, l'hypoxémie qui tue, pas l'hypercapnie. Et quand le patient est à 60% de saturation, on peut aller appeler le réanimateur. Si on ne fait rien, quand le réanimateur va arriver, le patient sera en arrêt cardio-respiratoire. Si on met de l'oxygène avec le masque à réserve à 15 litres minute, le temps que ça remonte déjà, si l'oxygène est efficace, il va déjà falloir un certain temps pour que la saturation remonte. Elle laissera juste le temps au réanimateur de courir dans l'escalier. Mais il ne faut pas s'étonner, parce qu'au moment où on va brancher le masque à réserve, la saturation est quand même continuée à descendre encore un peu par rapport aux 60% et que ça met du temps à remonter. Donc oui, il faut mettre de l'oxygène et tout de suite, on met de l'oxygène et on appelle le réanimateur. Si on appelle le réanimateur et qu'on ne met pas d'oxygène, le réanimateur, il arrivera en arrêt cardio-respiratoire. Très bien. Constance, tu voulais ajouter quelque chose? C'était juste rebondir sur ce que disait Mélissa et puis Christian également, qu'effectivement, dans ce genre de situation avec un patient qui est un cyanose à 60% de saturation, on alerte, mais on laisse surtout pas le patient seul. C'est-à-dire qu'on reste dans la chambre, on est dans un service de médecine, on attend que les équipes arrivent, mais on ne quitte jamais son malade pour déjà le côté très angoissant pour lui, d'être là pour lui, et puis également pouvoir réagir à tout moment en cas d'aggravation, mais on ne part pas chercher de l'aide, on appelle au secours, mais on reste bien dans la chambre. Très bien. Merci beaucoup pour vos interventions. Mélissa, merci de ton intervention sur la reconnaissance de tous les signes. On a vu que c'était important de continuer à les observer, que ce n'était pas juste au début, mais tout au long de la suite, et puis même pour le sevrage après. C'est ça qui va nous déterminer un peu ce qu'on va faire par la suite. Rafik, tu as mis l'accent sur les nouvelles thérapeutiques qui n'en sont pas vraiment des nouvelles, mais qu'on remet en tout cas un peu plus à la mode, malheureusement, dans ce contexte-là. C'était très intéressant. Et puis sur ce point, sur l'oxygène, alors c'est vrai qu'on l'a martelé que en effet c'était l'hypoxie qui tuait et pas l'hypercapnie, mais bon après en semi-urgence on peut monitorer en effet cette oxygénation qui parfois vraiment en excès est pas forcément très bonne. Mathieu, tu nous as éclairé sur des techniques adjuvantes, mais qui sont, j'ai l'impression, cruciales. C'est un peu comme, et vraiment sans parler de manière péjorative, mais comme le nursing, comme toutes ces choses-là qui sont majeures pour des sorties rapides de ces patients, verticaliser les patients. Bref, c'est essentiel. Ce DV vigile, ça va peut-être en inspirer beaucoup, donc je pense que c'est très, très intéressant aussi. Et merci à Christian, Constance qui vient de nous quitter malheureusement, mais merci pour cette mise au point sur la VNI, redire des choses très importantes et très essentielles sur cette technique, là aussi qui est classique, mais qui demande de nouveau sur lequel il faut être toujours très vigilant sur les indications, les contre-indications, voire à un moment donné savoir peut-être s'arrêter dans sa thérapeutique pour changer et pas s'obstiner. Merci beaucoup à vous tous. J'attends juste que Constance, qu'on récupère Constance afin de lui dire au revoir dignement. Merci pour ce dernier webinaire de l'année 2020.
On était ravis d'avoir plein de gens qui nous écoutaient, même de l'étranger, on a cru comprendre, du Maghreb, d'Afrique. On les remercie en espérant que ça leur a été, ça a été intéressant pour tout le monde. Voilà. Vous permettez juste qu'on attende juste que Constance se reconnecte afin de lui dire un bon adieu, voire des bonnes fêtes de fin d'année, parce qu'on en est presque là. Vous avez peut-être des choses à ajouter? Non, merci à Panacea pour l'invitation. Merci à Panacea, oui. Et à vous tous qui nous avez écoutés. À moins que Constance vienne me rejoindre carrément à côté de moi. Constance. Oui. J'ai réussi à retrouver Constance. La voici. Voilà, donc je disais au revoir à tout le monde et puis je voulais remercier. Ouais. Merci beaucoup à Panacea pour ce webinaire et merci à vous tous les participants d'avoir tenu bon malgré quelques problèmes techniques. Mais voilà, on était ravis d'être avec vous ce soir et merci à tous mes collaborateurs pour voilà. Bonne fête de fin d'année, soyez prudents et faites attention à vous. Merci. Bon courage à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci. Merci.